Jour 7. Ce que personne n'aurait cru possible est arrivé. Un ancien président a été cité. Une mère a confronté son démon et un empire semble vaciller. Le nom de Sean Combs, déjà pesant dans la salle d'audience, a résonné d'une façon bien différente aujourd'hui. Car ce n'est pas une simple star ou un producteur qui était en cause, c'était un homme dénudé de tout pouvoir, confronté à ce qu'il avait essayé de contrôler toute sa vie, la vérité. Tout a commencé avec le retour à la barre d'un témoin que l'équipe de Diddy avait tenté de faire taire. David James, ancien assistant personnel, un homme qui autrefois voulait simplement travailler dans le marketing, mais qui s'est retrouvé à manipuler des sacs de médicaments, à livrer de l'huile de massage, du Viagra, de l'ecstasy et des valises remplies de secrets. Quand il a parlé, c'est comme si l'air avait changé. Il n'avait rien d'un showman, pas de gestes grandiloquents, seulement des faits, bruts, détaillés, tranchant. Il a raconté cette scène où, à Miami, il livre un iPod dans une suite d'hôtel, ouvre la porte et trouve Cassie sur le lit, nue, un homme à moitié dissimulé dans la salle de bain, la douche en marche. Diddy n'était nulle part, du moins c'est ce qu'il pensait. Le plus troublant, ce qu'il décrit de cet homme, environ 1m70, longs cheveux et un sexe démesuré. James n'a pas posé de questions. Ce n'était pas mon travail, dit-il simplement. Puis viennent les commandes. Des médicaments achetés sous son nom, des virées à la pharmacie, des appels nocturnes pour des objets étranges, et puis ce fameux sac. Une trousse de toilette Louis Vuitton dans laquelle il devait ranger tout ce que Diddy utilisait pour ses soirées privées. Lorsqu'il a osé demander pourquoi Diddy gardait autant de vidéos des soirées, il a eu une réponse glaçante. « Je les garde au cas où ». Des vidéos comme des armes silencieuses, prêtes à humilier, prêtes à détruire. Mais ce n'est pas tout, il évoque aussi des armes. 3 sur les genoux de Diddy après une altercation avec Suge Knight, des échanges tendus, des voitures encerclées, des corps tendus, de la paranoïa et toujours ce regard de Diddy, calculateur, présent, inquiet de ce que chacun savait. Puis un nom surgit, Barack Obama, oui, l'ancien président. Diddy, dit-il, rencontrait des gens importants, même des présidents. Il n'accuse pas. Il énonce, comme on récite une liste, mais dans la salle, le souffle se coupe, le lien avec le RICO devient de plus en plus clair. Ce que dit James, ce n'est pas seulement qu'il a vu des choses, c'est qu'il a été un rouage. Un exécutant silencieux au service d'un homme qui contrôlait tout, qui dictait quoi faire, quoi dire, quand se taire. Et puis, il y a cette scène qui, à elle seule, glace le sang. Diddy aurait demandé à James de déposer un faux rapport de police, de faire croire que c'était lui, Diddy, qui avait été agressé par sa chef. Pas l'inverse, James hésite, puis refuse. Mais le simple fait qu'on lui ait demandé suffit à dresser le tableau. Ce n'était pas un excès, c'était un système. Quand James quitte la barre, la salle reste figée et ce n'était que le début. Elle est entrée sans trembler, droite, silencieuse. Son nom, Regina Venture, mais dans cette salle d'audience, on l'a appelée autrement. La mère de Cassie. Un titre simple mais chargé d'un poids que personne d'autre n'aurait pu porter ce jour-là. Tout le monde savait que ce qu'elle allait dire allait compter, mais personne n'était prêt pour l'impact réel de ces mots. Elle n'a pas raconté une histoire, elle a révélé une plaie ouverte. Ce soir-là, quelques jours avant Noël, Cassie est rentrée chez elle. Personne ne l'attendait dans cet état. Elle avait des bleus sur les jambes, dans le dos, sur les fesses, des traces nettes, violentes, indiscutable, et pourtant elle ne pleurait pas. Elle s'est assise, fatiguée, brisée. Elle n'a rien dit, elle a juste tendu le bras. Sa mère, instinctivement, a sorti un vieil appareil photo Polaroid. Elle a pris des clichés. Je voulais garder une trace, dira-t-elle plus tard, pas pour se venger, pour se souvenir, pour que personne ne puisse dire que ça n'avait pas eu lieu. Ce n'était pas tout. Dans le vol qui l'amenait chez sa mère, Cassie avait envoyé un email à 2 personnes, sa mère et son assistante à l'époque, Capricorn Clark. L'objet du mail était simple, un mot, menace. À l'intérieur, Cassie expliquait que Sean Combs, son ex, avait promis de publier 2 vidéos sexuellement explicites. Une le jour de Noël, l'autre peu après. Et si cela ne suffisait pas, il avait aussi menacé de faire du mal à Cassie et à Kid Cudi. Pas avec ses propres mains, non, il voulait que ça paraisse propre, à distance, en voyage, hors du pays,
pour qu'on ne puisse rien lui reprocher. En lisant cela à la barre, la mère de Cassie s'est arrêtée, sa voix a tremblé une seconde, mais elle a continué parce qu'elle savait que ce n'était plus pour elle, ni pour Cassie, mais pour toutes celles qu'on ne croit jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, Didi avait envoyé un email de suivi. Un message simple, froid, il réclamait 20 000 $ à la famille. 20 000 $ pour rembourser les dépenses liées à Cassie. Ce n'était pas une demande, c'était un ultimatum, une extorsion. La famille a paniqué, ils savaient que Cassie était en danger. Ils savaient que les menaces étaient réelles. Alors ils ont pris une décision. Ils ont mis leur maison en hypothèque, ils ont réuni les fonds et ils ont transféré l'argent à Bad Boy Entertainment sur le compte professionnel de Sean Combs. Et 4 jours plus tard, il a renvoyé l'argent. Pas par générosité, par calcul. Il avait vu que la famille pouvait résister, il avait compris qu'il ne contrôlerait plus. Dans la salle d'audience, la mère de Cassie a raconté aussi la confrontation. C'était pour les 30 ans de sa fille. Didi était venu à l'appartement, il avait volé le téléphone de Cassie. La mère était là, elle s'est interposée, elle a crié, elle a hurlé, elle a essayé de le frapper. Rends-lui son téléphone. Et il l'a fait, puis il est parti avec la voiture de Cassie. Rien dans ce qu'elle disait ne ressemblait à une vengeance. Chaque mot semblait peser, juste, incontournable. Même les jurés, certains en larmes, n'arrivaient plus à la regarder sans détourner les yeux. Et puis, le silence. Quand elle a terminé, l'avocat de la défense s'est levé, il l'a regardée et a dit « Aucune question ». Il s'est rassis et toute la salle a compris ce que cela signifiait. En quittant la barre, elle a fixé Sean Combs, un regard droit, long, sans peur. Il n'a pas soutenu ses yeux, il a baissé la tête. Et dans ce silence, ce n'était plus l'homme puissant qu'on voyait, c'était un homme vaincu, incapable de soutenir la vérité d'une mère. Il n'y a pas eu un mot, pas un souffle, pas un frisson, seulement ce regard, celui d'une mère et celui d'un homme qui n'a pas osé le soutenir. Quand Regina Venture a quitté la barre, chaque pas semblait peser des tonnes. Pas par hésitation, par certitude. Ses yeux ne lâchèrent pas Sean Combs et dans cette traversée lente de la salle, c'est comme si le temps lui-même s'était arrêté. Tout le monde regardait, mais une seule chose comptait. Allait-il la regarder en retour? Non, il est resté figé, le visage tourné vers le sol, comme un enfant pris en faute, comme un homme à qui on vient d'arracher le dernier masque. Même les jurés semblaient touchés. Une femme, en deuxième rangée, s'est raidie. Certains ont détourné le regard, d'autres se sont immobilisés, les mains serrées sur leurs genoux, comme s'ils retenaient quelque chose de plus profond que des larmes. Et dans ce silence suspendu, la voix du juge s'est à peine fait entendre. Il a simplement annoncé une pause. Mais tout le monde savait que rien ne serait plus jamais pareil. Ce n'était plus un procès comme les autres. C'était un tribunal où les émotions étaient devenues preuve, où le regard d'une mère avait plus de poids que 1000 plaidoiries, où les silences criaient plus fort que les arguments. Et Didi ne disait rien. Assis, les épaules lourdes, regardant le vide, il n'avait plus de mots, plus de défense, juste ce silence qui l'enveloppait, le genre de silence qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas intimider, le genre de silence qui annonce la chute. Ce jour-là, le mot « Rico » n'a pas été crié, il n'a pas été martelé, il a simplement été suggéré, insinué, mais il était partout, dans chaque phrase, dans chaque geste, dans chaque témoignage. David James, l'assistant personnel, l'avait déjà esquissé. Un homme qui commande tout, qui dicte les gestes de chacun, qui décide qui ment, quand et pourquoi, qui conserve des vidéos compromettantes, non pas pour se souvenir, mais pour garder la main. Puis il y a eu les fonds. Didi, selon plusieurs témoignages, aurait utilisé l'argent prévu pour développer la carrière de Cassie, pour financer ses soirées privées. Des freak-offs, comme certains les appellent, dîner, hôtel, escorte, rien n'aurait été déclaré, rien n'aurait été officiel, juste des dépenses maquillées, couvertes par les budgets de Bad Boy Entertainment. Et pendant ce temps, Cassie, signée comme artiste, voyait sa propre carrière sacrifiée. Les procureurs, eux, n'ont pas besoin de coups d'éclat. Ils posent brique après brique, comme une maison, ils construisent lentement, mais ce qu'ils bâtissent, c'est un château de preuves. Témoins, photos, courriels, transferts d'argent, comportements en série, tout converge vers une structure, une mécanique, une organisation. Même les escortes, même les danseurs, même les anciens amis racontent la même chose. Didi ne faisait jamais rien seul, il déléguait, il supervisait, il payait en liquide.
Il contrôlait les images, il punissait les silences, il récompensait l'obéissance. Et puis, il y a eu ce témoignage improbable, celui de l'ex-danseur exotique surnommé The Punisher, engagé pour une mise en scène sexuelle avec Cassie, pendant que Didi observait masqué des chandelles électriques, de l'astroglide, du baby oil et un ordre clair: ne le regarde pas, ne lui parle pas. Ce n'était plus un simple tableau d'abus, c'était un scénario répété, dirigé, mécanique. Pendant ce temps, certains jurés semblaient perdus. Une femme, en particulier celle du deuxième rang, observait sans émotion. Comme imperméable à tout, c'était peut-être la faille, ou peut-être la preuve que ce procès ne serait pas simple, qu'il faudrait plus que des larmes et des photos, il faudrait démonter le système pièce par pièce, et c'est ce que les procureurs semblaient bien décidés à faire, pas d'excès, pas de show, juste la vérité, lentement, irrémédiablement. Quand la séance a repris, quelque chose avait changé. Ce n'était pas visible, ce n'était pas bruyant, mais c'était là, dans la tension suspendue, dans les regards fuyants, dans le poids du silence. Didi était toujours assis, costume repassé, posture rigide, mais l'homme qu'on voyait désormais n'était plus le même. Il n'avait plus cette assurance, plus ce regard hautain. Il semblait réduit, comme si, face à la parole d'un assistant, au regard d'une mère, à la mécanique qu'on déroulait lentement devant ses yeux, il avait compris. Ce n'est pas un simple procès, c'est une déconstruction. Le système qu'il pensait intouchable commence à s'effondrer, pas par explosion, mais par effritement. Un email, une photo, un virement, un témoin, puis un autre. Et dehors, le monde regarde. Certains doutent encore, d'autres ferment les yeux. Mais dans la salle, ceux qui écoutent de près savent déjà, le vernis craque, le personnage s'efface, et ce qui reste, c'est un homme seul, pris dans sa propre toile. Il reste des semaines, des dizaines de témoins, des preuves encore à venir, mais le jour 7 aura marqué un tournant, car ce jour-là, ce ne sont pas les avocats qui ont dominé la salle, ce sont ceux qui ont vécu, ceux qui ont subi, ceux qui enfin parlent. Et peut-être que cette fois, on les écoutera. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine.